on met sur le marché, on attend une réaction du public qui est éventuelle, on lance des études et éventuellement au terme de ces études, on interdit. Et une fois encore, pour nous, c'est la négation du principe de précaution d'agir dans ce sens-là. On a suffisamment de signaux d'alerte sur des cellules en culture, en laboratoire ou sur l'animal pour dire attention, il y a des tests de sécurité qui sont absolument nécessaires de mettre au point et on commence à peine à observer ces effets. Oui, les amis, Jean-Marie Dessin, à son habitude, m'a envoyé des articles extrêmement intéressants, dont 2 vidéos sur les nanoparticules qui se retrouvent dans le dentifrice, dans les vêtements antitranspirants, dans l'alimentation, dans les friandises, dans les sauces, enfin 1000 familles d'articles différents, les amis. Le E171 et le E551. Alors, c'est quoi les nanoparticules? Ce sont des choses qui peuvent ne pas être dangereuses si nous ne les avions pas réduits en nanoparticules, parce que les nanoparticules s'infiltrent partout, s'infiltrent dans toutes nos cellules et peuvent nous rendre gravement malades, les amis. Le système d'évaluation fait que, sans les données humaines, on ne peut pas faire cette analyse de risque. Donc vraiment, c'est le chaînon manquant actuel. L'incertitude est vraiment très grande. On ne peut pas dire que c'est dangereux, mais on aimerait bien pouvoir dire que ce n'est pas dangereux. Nous aimerions exclure que c'est dangereux. C'est le problème, on sait trop peu de choses. Les substances dont on parle, ce sont des additifs alimentaires. En s'armant d'une bonne loupe, on peut les repérer sur de nombreux emballages. E171 et E551, ou plutôt le dioxyde de titane et le dioxyde de silicium. Le dioxyde de titane rend les bonbons plus brillants, plus colorés, bref, plus appétissants. À la base, c'est un pigment blanc qu'on retrouve dans les peintures, mais on l'utilise aussi pour rendre les médicaments ou les dentifrices plus blancs. Le dioxyde de silicium, lui, permet aux poudres de rester légères sans se compacter. Leur point commun, ils acquièrent ces propriétés particulières quand ils sont d'extrêmement petite taille. On les mesure alors en nanomètres, ou plutôt en milliardièmes de mètres. Pour vous donner une idée, c'est la différence entre une orange et la Terre. Les nanoparticules de dioxyde de titane et de dioxyde de silicium sont toutes deux issues de minerais. Ils existent sous forme de roches, tout d'abord, et quand elles sont extraites et transformées, initialement, en ce qui concerne le dioxyde de titane, c'est à partir de 1920 qu'on a commencé à le commercialiser sous forme de poudre, le plus souvent, issue d'une synthèse chimique. Et lorsqu'on regardait la granulométrie de cette poudre, c'était surtout les particules micrométriques. Les nanos ont commencé à rentrer dans l'industrie et dans des applications industrielles et commerciales à partir des années 90 seulement. Donc, l'historique des nanos, elle est assez récente. C'est pour cela qu'on les considère risques émergents, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour bien comprendre leur mécanisme d'action lorsqu'ils rentrent dans le corps, humain ou animal. Un risque émergent, car le dioxyde de titane est considéré comme inerte et inoffensif quand il n'est pas sous forme de nanoparticules. Il est d'ailleurs toujours réglementairement considéré comme une poussière non spécifique et non toxique. Mais c'est justement en découvrant les propriétés des nanoparticules et en le rendant sous forme nanoparticulaire qu'on a pu remarquer qu'ils changeaient de comportement. Et comme ils sont très petits et que ce sont des particules qui ont une énergie à l'intérieur, qui est l'énergie de liaison des différents atomes qui les constituent, et étant toute petite, cette énergie va avoir des excès de l'énergie libre de surface et pour la dégager, la particule va bouger. Donc, elle est non seulement comme un petit corps physique qui reste immuable, elle va bouger comme quelque chose qui est vivant.